Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Et il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour à tous, pour le Zoom aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, il s'agit du professeur Christian Perronne. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous, vous allez nous présenter ce nouvel ouvrage, Le Réveil, 4 ans après le Covid, on l'a bien compris, c'est aux éditions Guy Trédaniel. C'est un livre différent par rapport au précédent puisque c'est un livre des entretiens menés par Stéphane Chatry. Alors initialement, ce n'était pas un livre, c'était une interview diffusée sur YouTube. Et qui l'eût cru, que lui est-il arrivé? Ah ben voilà. C'est vrai que j'ai écrit 3 livres sur le Covid, alors je dis bon, je vais pas en écrire un tout de suite. Puis avec Stéphane Chatry, que je connaissais pas à l'époque, on fait une belle interview. J'étais allongé dans l'herbe, il faisait beau, il y avait les petits oiseaux. Et c'était viral, la vidéo a fait 700 000 vues très rapidement. Et là, elle était censurée par YouTube, sous prétexte que je tenais pas le narratif officiel de l'OMS, alors que moi-même j'étais vice-président à l'OMS pendant plusieurs années du groupe d'experts pour les vaccins pour l'Europe. Bon, alors c'est vrai qu'avec Stéphane qui a fait des arts martiaux a dit ben, on va utiliser la technique des arts martiaux, on va utiliser la force de l'adversaire pour répondre. Et pour la retourner contre eux. Et on va l'écrire parce que c'est plus difficile de censurer un livre. Et on l'a un peu épaissi parce que l'interview toute seule c'est un peu maigrichon. Mais c'est toujours sous forme d'entretien. Et c'est différent, comme c'est moins technique, c'est plus humain parce que bon, moi, a priori, j'aime pas trop me livrer sur qui je suis, tout ça. Je pensais que ça n'intéressait personne, mais souvent les gens me demandaient mais pourquoi on voudrait comprendre qui vous êtes, pourquoi vous avez résisté. Et Stéphane m'a embêté en disant faut que tu parles de ton enfance, faut que tu parles de ton parcours, tes motivations dans ta carrière. Et bon, j'ai fini par me prêter au jeu. Et là, les quelques personnes que je connais là qui ont lu le livre vont dire c'est super, on comprend mieux qui vous êtes, etc. Donc, mais aussi c'est une vision plus large. Il n'y a pas que la crise Covid, c'est une vision plus large de la médecine, de la société. Je reviens aussi sur l'histoire de la maladie de Lyme, la due aux piqûres de tiques. Donc voilà, c'est plus large. Puis ça se lit. Moi, en le relisant après a posteriori, je trouve que c'est plutôt sympa à lire parce que c'est fluide. C'est très agréable et très fluide à lire. Et alors, on a le sentiment finalement que on suit 2 biographies en parallèle, la vôtre et celle du système de santé français. Ouais. Tout commence peut-être après vos études de médecine, quand vous réussissez brillamment l'internat et que vous partez au Maroc en coopération. Racontez-nous cette première expérience. Je m'y attendais pas du tout, mais j'avais 23 ans quand même. J'avais terminé les études. Je n'avais pas encore fait l'internat. J'avais remplacé d'ailleurs Jean-François Delfrécy juste avant de partir, qui était interne à l'époque. Le fameux président ensuite du conseil scientifique. À l'époque, j'étais un vieil étudiant qui venait de passer le concours d'internat.
Et alors, quand je suis arrivé au Maroc, j'étais dans l'Atlas, dans la montagne. J'étais tout seul pour 100 000 habitants à 23 ans. Et j'avais pour moi tout seul un hôpital, 7 dispensaires, un territoire qui faisait 300 km de large, 100 km de haut. Et il y avait 300 consultants par jour. Alors, je pouvais pas les voir les 300 moi-même. Alors, les infirmiers m'aidaient. J'en voyais au moins 80 tous les jours. Et il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de test biologique. C'était que l'exercice clinique. Et j'avais, alors les gens qui avaient un peu d'argent, quelquefois je les dépannais pour un jour ou deux, mais ils devaient aller acheter les médicaments à une pharmacie qui était à 70 km. C'est bien, ça vous a préparé justement la crise sanitaire du Covid. Et je gérais les épidémies dans la montagne. Il y avait on m'appelait en disant, voilà, il y a 10 morts dans tel village, 5 morts dans un autre village. Et c'était en général des épidémies de fièvre typhoïde. À l'époque, il y en avait encore beaucoup. Il y en a moins maintenant. Alors c'était des diagnostics purement cliniques, mais comme j'avais fait des stages dans le temple des maladies infectieuses de l'époque à Paris, qui était le vieil hôpital Claude Bernard, pas l'hôpital Bichat actuel, le vieil hôpital pavillonnaire à Porte d'Aubervilliers, j'avais vu toutes ces maladies infectieuses, y compris tropicales. Alors le Maroc, c'est pas les tropiques, mais les maladies, disons, exotiques. Et heureusement aussi, j'avais fait des stages de gynéco à Bichat, donc je savais faire des accouchements, parce que là-bas, en plus, là-bas, les femmes, quand elles avaient besoin d'accoucher, elles accouchaient toutes seules à la maison, voire avec une sage-femme improvisée locale. Mais quand ils appelaient le médecin, c'était toujours des trucs hyper compliqués. Donc... Bien sûr, évidemment. Donc voilà, donc je dois dire que ça a été un choc. Surtout les relations humaines que j'ai avec toutes ces populations berbères dans la montagne, c'était fantastique. Et ça m'a vraiment fait mûrir d'un seul coup. Hein, Bien sûr. Parce qu'à 23 ans, avoir de telles responsabilités, j'étais médecin-chef de la région. J'étais mon propre chef à 23 ans. Non, mais maintenant, quand je vois quelquefois des jeunes médecins, des internes sont perdus parce qu'ils ont 5 malades, mais on avait une formation qui était beaucoup plus clinique dans la formation des études. On apprenait les maladies par cœur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je trouve que parce que les jeunes aujourd'hui sont aussi intelligents qu'avant, hein, c'est pas ça, c'est que je trouve que on leur apprend une médecine très robotisée, des QCM, des questions à choix multiples. On leur apprend la médecine sur les publications, quand on sait que beaucoup des publications dans les grands journaux sont fausses ou truquées par l'industrie pharmaceutique. On va y revenir. Non, mais je veux dire, c'est pas le même monde, et c'est vrai que ça m'a formé avant de revenir à Paris pour faire ma carrière en médecine. Alors, vous l'avez évoqué, et je ne l'ai pas dit, j'aurais dû au début de cet entretien, professeur Perronne, vous êtes infectiologue, ancien chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches, Raymond Poincaré. Vous avez été membre du Haut Conseil de la Santé publique jusqu'en 2016, et puis vous étiez aussi ancien vice-président du groupe étage de l'OMS. Vous avez finalement géré toute une partie sur la vaccination sur la zone Europe de l'OMS, ce qui est amusant, puisqu'on sait que parmi les accusations qui ont été formulées contre vous pendant cette période inique du Covid-19 et de cette crise politique liberticide, on vous a accusé d'être complotiste et d'être anti-vax. J'étais président du comité technique des vaccinations français pendant plusieurs années, président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique. Avant, la politique vaccinale dépendait du Haut Conseil. Après, quand je suis parti, ils l'ont transféré à la Haute Autorité de Santé. Donc, j'étais en plein dedans. J'ai aidé des gouvernements pendant 15 ans à gérer les épidémies, des gouvernements de droite, de gauche. Alors c'est vrai qu'après ils m'ont traité d'anti-vax, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que c'était... En plus, quand on vous lit et quand on vous écoute, j'allais dire presque, puisque ce sont des entretiens, on comprend que vous êtes vraiment attaché au principe de la vaccination, à la vaccination, et vous rappelez d'ailleurs, en guise d'autobiographie, que votre tante décède de la coqueluche, que votre oncle est décédé de la rougeole. Vous le savez ça dans votre enfance, et c'est sans doute quelque chose qui vous stimule. Ma grand-mère est morte de diphtérie quelques semaines avant ma naissance, et un copain de classe avait eu la polio. À l'école, c'était l'école primaire, j'étais dans les années 60. Hein. Beaucoup d'enfants n'étaient pas encore vaccinés. Et il était en poumon d'acier. Et puis après, quand je suis arrivé aussi à Claude Bernard, il y avait des salles entières de nourrissons qui avaient des coqueluches très graves. Il fallait les surveiller comme le lait sur le feu parce qu'ils pouvaient mourir. C'était encore une cause. Les gens ont oublié qu'il y a certaines maladies qui tuaient. Alors ils disent les vaccins, ça sert à rien parce qu'on voit plus ces maladies. Mais c'est un raccourci. Après, je suis d'accord avec les gens qui commencent à râler sur les vaccins. D'abord, on nous a imposé un produit... Peut-être que tout simplement, les vaccins, ça veut rien dire. Un produit pour le Covid qui n'était pas un vaccin, mais qui a fait perdre confiance aux gens dans les vrais vaccins. Et puis alors maintenant, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'ils sont en train de vouloir modifier les vaccins
heureusement, ils ne sont pas encore sur le marché, mais bientôt, ils veulent transformer tous les vaccins en soi-disant vaccins ARN messager. Ce qui, là, serait criminel, parce qu'on sait déjà que le produit Covid il est responsable d'un nombre phénoménal de morts dans le monde et d'effets secondaires graves. Une technologie nouvelle comme ça, il faudrait 15 ans de recherche pour la développer. Et là, ils vont nous sortir ça comme ils l'ont fait avec le Covid en quelques mois ou quelques années. Alors, vous dites justement que ce produit dit vaccinal a engendré des effets secondaires lourds. Nous sommes 4 ans après, comme le dit le titre de ce livre. 4 ans après, est-ce que si on est, un esprit sain et plein de bon sens, on est aujourd'hui détenteur de la vérité sur la période du Covid-19 que l'on a connue? Il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties, mais après, il faut être curieux, il faut aller chercher soi-même, parce que malheureusement, la plupart des Français, je leur en veux pas, ils regardent le journal de 20 heures de grandes chaînes de télé qui racontent des sornettes tous les soirs, et on manipule leurs esprits, puis ils vont pas aller voir eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de données sur la mortalité des sportifs, il y en a plus de 2400, les jeunes sportifs, la mortalité des pilotes de ligne, parce qu'il y a la baisse de la pression d'oxygène dans la cabine, les turbocancers. Je me souviens encore il y a 2 ans, mes détracteurs disaient non, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'augmentation des cancers. Maintenant, même toutes les sociétés de cancérologie dans le monde reconnaissent qu'il y a une explosion des cancers depuis 2 ans. Mais souvent, elles l'attribuent à la mauvaise prise en charge de ces cancers pendant la période Covid, non, parce précisément. Que ça continue, ça s'aggrave. Et le cancer du pancréas, où malheureusement il n'y a pas beaucoup de traitements efficaces, le nombre de cas explose. Et c'est reconnu maintenant par des sociétés de cancérologie. Alors que les mêmes disaient il y a 2 ans, non, c'est des fake news. Donc ils finissent par admettre. On voit bien qu'il y a une augmentation terrible de la mortalité. Pas seulement en France, comme par hasard, c'est dans tous les pays qui ont inoculé le produit Covid. C'est pas dans les autres pays. Et une chute de la natalité. Même notre cher président Macron l'a reconnu il y a quelques mois. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Il y a une chute de la natalité en France. Les Français seraient-ils déprimés? Et c'est pas la dépression, c'est très bien d'où ça vient. C'est pas incompatible, on peut être aussi déprimé et infertile. Enfin, ça fait pas baisser les spermatozoïdes comme ça. Tandis que là, il y a des études qui ont montré que le pseudo-vaccin Covid faisait chuter les spermatozoïdes, supprimer les règles chez les femmes. Alors, pas chez tout le monde, heureusement. Mais il y a moi, je suis en contact aussi avec des amis au Québec. Ils me disent c'est la catastrophe au Québec, il n'y a plus d'enfants. Dans beaucoup de pays. Et ça, c'est pas le hasard. Et ça, on dit oui, mais ça a un peu baissé. Avant, c'était très léger, puis ça a flambé après les campagnes vaccinales, comme par hasard, comme la mortalité. Le Covid, il y a un petit excès de mortalité léger. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes dans le monde. Faut leur rendre hommage. Mais en France, ça a surtout été les personnes très âgées, avec des facteurs de risque majeurs. Mais à l'échelle de la population générale, il n'y a presque pas eu d'excès de mortalité, alors qu'on nous disait que c'était la pandémie du siècle, qu'elle allait tuer tout le monde. Et les décès ont commencé à flamber après les inoculations du pseudo-vaccin. Et ça, je crois que personne ne peut le contredire, mais on le camoufle en disant c'est des fausses nouvelles. Et c'est pour ça que moi je suis assez optimiste, parce qu'on peut pas cacher la vérité tout le temps. Et maintenant les gens, moi j'ai fait le tour de France là. J'ai rencontré plein de gens avec des salles pleines. C'était très sympa, mais il y a 2 ans, beaucoup de gens étaient critiques en disant non, mais Macron, s'il n'avait pas été là, on serait tous morts. Vous voyez, il y avait encore ce que relayait la preuve par 2022. Et tandis que maintenant, les gens disent bah ouais, vous aviez raison, parce que moi, je vois dans ma famille, mon frère est mort d'un cancer en 4 mois. J'ai ma sœur qui fait une flambée de maladie auto-immune. Des gamins qui meurent maintenant, qui ont des cancers graves. Et puis les statistiques anglaises officielles montrent cet excès de mortalité chez les jeunes dû à l'inoculation du pseudo-vaccin. Il n'y a qu'en France qui ne veulent pas donner les données. Vous vous souvenez, avec Pierre Chaillot, avec Laurent Toubiana, on avait essayé d'avoir les données, ils ont dit on les a pas. Puis après, on pourrait vous les donner, mais c'est trop compliqué à analyser, ça coûterait trop cher au ministère. On a dit on veut bien vous aider, lever une cagnotte pour vous aider à analyser votre base de... ils n'ont jamais voulu les donner. Parce qu'ils savent très bien que... Comment vous expliquez que d'autres pays aient fait plus facilement la lumière sur ces questions et que la France, elle, figure parmi les pays les plus fermés à la discussion, finalement?
Ça, il faudrait demander à nos autorités. Je suis pas sûr qu'ils nous répondraient. Non, ce qui est sûr, quand on voit, parce que tout ça est un peu sous le contrôle de l'État profond et de quelques milliardaires, ils ont choisi la France pour vraiment casser la France, qui était le symbole de pays des libertés. Moi, ça m'a été confirmé même par des Américains, des gens de tous les pays. Quand je suis allé au Sénat à Washington, j'étais invité là au Sénat pour témoigner. J'étais le seul Français, on était une vingtaine d'experts du monde entier. Ils sont venus me voir après en disant « Oh, la France, faut que vous teniez... vous êtes le symbole des Lumières. Si la France tombe, on est foutu. » Et puis ça m'a surpris d'ailleurs. Ils suivaient beaucoup ce qu'on faisait en France. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils suivent ça aux États-Unis, au Canada, partout. Et ils admiraient les quelques résistants français, comme Didier Raoult ou d'autres ou moi, parce qu'on a quand même résisté dès le départ. Alors, aux États-Unis aussi, il y a eu des grands leaders qui ont résisté, mais ça m'a surpris de voir que ce qu'on faisait en France était très suivi, et là où ils le savent, et je pense que les médias français sont parmi les plus jugulés, pas vous bien sûr, mais je parle des médias aux ordres, parce que même Macron, il l'avait dit lui-même, les 2 premières années du Covid, il leur avait donné 3 milliards d'euros. Alors qu'il n'a même pas un demi-milliard pour la santé, mais c'est affolant quand même. Et alors, après, parce que je l'avais dit plusieurs fois, depuis, il dit plus combien il donne, je pense qu'il a dû continuer, mais... Visiblement. En tous les cas, je vous parlais de vérité après ces 4 années. Alors effectivement, il y a la question du vaccin, mais il y a aussi la question de la maladie. Il y a eu plein d'hypothèses qui ont été formulées. Le fameux pangolin qui se reproduisait avec la chauve-souris. On a eu également l'échappement du virus d'un laboratoire P4 de Wuhan, des implications américaines. On sait qu'on a beaucoup parlé du fameux Anthony Fauci. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes convaincu par une explication ou est-ce que c'est encore difficile de savoir ? Ce virus a été modifié. Quand Fourtillan a quand même été en psychiatrie, en prison, parce qu'il avait il avait eu le tort de montrer juste le brevet de l'Institut Pasteur qui avait modifié le virus du SRAS de la chauve-souris il y a pas mal d'années, le premier coronavirus de la chauve-souris. Là, la chauve-souris avait pas fricoté qu'un pangolin, c'était avec une civette à l'époque. Hein. Comme un petit furet. Voilà. C'est ça. Et donc, il y a des brevets déposés à Chapel Hill aux États-Unis par Ralph Baric. Après, Fauci, quand il n'a pas pu continuer à financer les labos américains pour modifier le virus, il a financé les labos chinois. Donc tout ça, il y a une nébuleuse, on ne sait pas très bien, mais on sait qu'il y a des séquences qui ne sont pas naturelles. Il y a des plus grands scientifiques du monde qui l'ont montré. On se rappelle du professeur Montagnier, disparu aujourd'hui. Mais d'ailleurs, quand Montagnier disait qu'il y a des morceaux de virus VIH, du sida ou de paludisme, si vous vous souvenez, au tout début de la campagne vaccinale en Australie, c'était du vaccin AstraZeneca parce que les Australiens avaient pris plutôt le vaccin anglais. C'est le gouvernement australien lui-même qui l'avait dit, c'est pas moi. Tiens, c'est bizarre parce que depuis qu'on vaccine massivement en Australie, il y a beaucoup de gens qui deviennent séropositifs pour le VIH, le virus du sida. Ils n'attrapaient pas le sida, ils avaient juste des anticorps, comme par hasard. Donc c'était la démonstration que ce virus, il contenait bien des antigènes, sur des petits extraits du virus du sida. Alors, je ne dis pas que ça donne le sida, le vaccin. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même des preuves formelles que ce vaccin, il n'était pas naturel. Et surtout, la plus grosse preuve, c'est que tout ça a été planifié depuis longtemps. Et on en a les preuves maintenant, parce qu'ils avaient même breveté les vaccins avant, commandé les flacons en verre avant. Oui, mais alors, mais alors ça fait partie des incohérences. Breveter un vaccin qui, finalement, selon vous, ne fonctionne pas sur une maladie, qu'il ait été breveté à un moment ou à un autre, finalement, puisqu'il ne fonctionne pas, il n'y a pas de lien. Je suis pas sûr qu'ils aient fait ce produit pour protéger, malheureusement. Non, ça, peut-être, mais peut-être que simplement il était déjà prévu et ils l'ont sorti pour peut-être répondre à une crise de panique de la population. C'est la première fois que je vois un vaccin qui est mis au point avant même que le virus soit là. Parce que le virus, il existait, parce qu'on retrouve les brevets, mais il n'existait pas dans la nature. Il n'y avait pas eu de cas. Même si on sait maintenant, a posteriori, qu'il y avait du virus qui circulait aux États-Unis, en Europe, plusieurs mois avant Wuhan, donc tout ça est très bizarre, mais là il y avait les preuves à l'époque aussi. Non, mais on sait par exemple que c'était pas nouveau, par exemple le fait de faire de la recherche sur les vaccins à ARN messager. Oui. On se rappelle le livre Les apprentis sorciers d'Alexandra Henrion-Caude, elle reprend plein de recherches. L'ARN messager, ils ont dit c'est une technique qu'on travaille dessus depuis longtemps. Ils n'ont jamais travaillé sur des vaccins à l'époque, c'était sur des thérapies géniques pour certains cancers ou des maladies génétiques rares. Ça a été très peu utilisé. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de protocole pendant une dizaine d'années, mais quand on regarde, je crois qu'Alexandra le reprend dans son livre, c'est plutôt été des flops.
Voir des gros flops. Voir des gros flops, voir des trucs qui étaient un peu dangereux quand même. Mais non, parce qu'après, vous vous souvenez, quand c'est sorti, ah bah ouais, c'est génial, c'est une technologie qui est déjà éprouvée depuis des années dans d'autres... Mais non, c'était pas du tout éprouvé. On s'est testé depuis des années et à l'échec depuis des années. Ça n'avait pas bien marché. Et surtout, même moi qui ai travaillé dans le vaccin au niveau français, mondial, à l'OMS, un nouveau vaccin, déjà sur une technologie complètement classique, d'un vaccin totalement classique, c'est 10 ans de développement avant qu'il soit sur le marché. Et même quand il est sur le marché, il faut attendre encore 10 ans pour l'inoculer une femme enceinte. Une femme enceinte, c'est 20 ans. Quand on a fait la nouvelle formulation du vaccin coqueluche un peu mieux toléré, alors ça remonte à il y a 25 ans, pendant 20 ans, on n'a pas eu le droit de l'utiliser chez la femme enceinte. Bon, maintenant, on a le droit parce qu'il y a le recul, on voit que ça marche. Vous vous rendez compte? Et que là, le vaccin sortait du chapeau en quelques mois. Et puis d'un seul coup, ils le font aux femmes enceintes. C'était honteux. Puis on sait qu'il y a une augmentation des fausses couches, de bébés mal formés. Moi, quand je fais le tour de France, sans arrêt des grands-parents me disent « Oh là, c'est terrible, ma fille s'est fait inoculer pendant la grossesse. » Il y a le bébé né avec les yeux tout noirs et mal formés. Et le coup des yeux noirs, je ne sais pas, moi j'ai jamais vu d'études publiées. Ça fait 2 fois dans des endroits différents de France que dans les familles, on me raconte ça. Qu'est-ce que vous appelez les yeux noirs? Les bébés mal formés qui ont les yeux tout noirs à la naissance et qui meurent après. Alors, personne n'est publié nulle part, je ne sais pas. Mais au début, je dis, bon, c'est peut-être un cas complètement isolé, mais alors, je ne peux plus vous dire dans quelle ville, parce que je vois des centaines de gens partout, alors des milliers à la longue. Ça fait 2 fois qu'on me sort ce témoignage par des gens qui ne se connaissaient pas. Et voilà, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Alors il y a les effets secondaires aigus, les gens qui sont morts tout de suite ou rapidement, mais maintenant on voit des maladies qui se développent à distance. Parce que vous savez, au début, ils nous ont dit l'ARN messager, il reste maximum quelques heures ou 3 jours dans l'épaule, après il disparaît, il diffuse pas. On le trouve partout dans le cerveau, dans les reins, le foie, les testicules, les ovaires. Et maintenant, il y a des études qui montrent qu'on peut le retrouver plus d'1 an après. Alors, on n'a pas 10 ans de recul encore, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont finir par s'en débarrasser spontanément. On a une telle diversité génétique, heureusement, dans l'espèce humaine que personne ne réagit pareil. Mais je pense qu'il y a une minorité de gens qui vont rester ad vitam aeternam des usines à produire la protéine du virus, la fameuse protéine Spike, bien sûr, qui est très dangereuse parce qu'elle provoque de l'inflammation, elle provoque des caillots. Alors justement, professeur Perronne, j'aimerais bien qu'on laisse de côté le vaccin dont on a beaucoup parlé et qu'on parle peut-être de cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui on a mieux compris cette maladie? Est-ce qu'aujourd'hui, on se rappelle au début, on a évoqué le Covid-19, c'était une maladie, syndrome respiratoire aigu sévère, comme le SRAS. Est-ce que c'était une maladie respiratoire, une maladie vasculaire, une maladie systémique? Le virus, comme je vous le disais tout à l'heure, n'était pas très dangereux, finalement, même s'il a tué. Mais la phase d'invasion du virus dans les organes, durait pas très longtemps, c'était plutôt les 2-3 premiers jours où vous pouvez trouver beaucoup de virus. Et après, le système immunitaire prenait le dessus, donc le virus baissait beaucoup. Mais le virus avait enclenché une réaction inflammatoire, cette fameuse cascade inflammatoire avec plein de mécanismes compliqués biologiques que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Et finalement, les gens qui ont fait des formes graves qui sont morts, ils ne sont pas tellement morts du virus, ils sont morts des conséquences de l'inflammation. C'est-à-dire que il y avait un afflux de liquide dans les poumons, donc ils se noyaient. Donc les premières tentatives de ventilation classiques ne marchaient pas bien sur des poumons qui étaient complètement noyés. Donc il a fallu revoir un peu les techniques de réanimation. Heureusement, les réanimateurs ont un peu appris en marchant à ce moment-là. Et même dès le début, beaucoup de complications étaient dues à la formation de caillots. Des embolies pulmonaires massives, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, pendant le Covid. Et ça n'avait rien à voir, le vaccin n'était pas encore bien là, sûr. Ni l'hydroxychloroquine, même des gens qui n'avaient pas du tout pris l'hydroxychloroquine. Moi, j'ai vu quand j'étais à l'hôpital à ce moment-là des complications cardiaques graves liées au Covid, chez des personnes à risque, bien sûr. Alors, dès qu'ils avaient pris un comprimé d'hydroxychloroquine, l'agence du médicament disait c'est la faute de l'hydroxychloroquine, mais la plupart n'avaient pas du tout pris de traitement. Et tous ces accidents cardiaques étaient dus aux complications de la maladie Covid. Comment expliquez-vous et quel regard portez-vous sur la prise en charge, du moins au début de cette maladie? Au début de la maladie, on la connaît mal, on comprend mal. Quel regard portez-vous sur les protocoles, distillés? Moi, je sais que je savais déjà, depuis le premier SRAS, depuis Anthony Fauci, qui l'avait dit lui-même et écrit dans un grand journal médical il y a plusieurs années, l'expérience des Chinois,
que l'hydroxychloroquine marchait très bien. Donc moi, j'ai utilisé tout de suite. Au début, toute mon équipe était enthousiaste. On a vu le taux de mortalité le plus faible de France avec l'IHU de Marseille. Bon. Alors évidemment, ça n'a pas plu à mes coïncidence, collègues. sans doute. Comme... Sans doute une coïncidence. Voilà, c'est une coïncidence complète. Et on avait même commencé à publier nos résultats. Tous mes jeunes collègues se sont fait harceler, alors les coups de fil de venir du ministère de l'Assistance publique, de collègues infectiologues, qui ont dit, ils ont menacé mes jeunes par téléphone. En disant, si tu continues avec Péronne, ta carrière est foutue. Et Ça, vous avez des preuves de ça? Oui, ils me l'ont dit. Quoi. Non, mais je sais qu'ils ont reçu des coups de fil. Après, je ne vais pas dénoncer qui a appelé. Je sais, mais enfin, je ne dirai pas là. C'est dommage. Non, mais... non, mais après, bon, c'est pas la peine de... et donc, ils ont rétracté l'article, et après, on leur avait lavé le cerveau, et quand la deuxième vague est arrivée, ils ne voulaient plus traiter par l'hydroxychloroquine. Donc, ça, pour moi, c'était très violent de voir comment on a pu violer, et puis avec des études complètement bidons, là, qui ont d'ailleurs fait flop, et qui, même Discovery montrait que l'hydroxychloroquine marchait, du coup, ils l'ont arrêté. Eric Ovry, l'étude de l'OMS, utilisait des doses toxiques mortelles d'hydroxychloroquine, ça gênait personne, elle est toujours publiée, elle n'a jamais été rétractée. Bon, il y a plein d'exemples. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette crise, c'est la fraude scientifique partout. Alors, tout le monde a eu accès à la fraude du Lancet, le Lancet Gate, avec 90 000 patients qui tombaient du ciel pour dire que la chloroquine ne marchait pas, était toxique. Alors, ils ont reconnu 15 jours après que c'était totalement inventé, les malades inventés sur ordinateur, que c'était des escrocs qui avaient fait l'étude. Alors heureusement, le Lancet l'a rétracté, mais après, Véran n'a pas changé son fusil d'épaule, parce qu'il avait interdit la chloroquine aux médecins généralistes sur cette étude pourrie. Puis après, il n'en a pas tenu compte. Alors ça, c'est un exemple qui a été médiatisé, mais des articles frauduleux, ou avec des données bidons, ou avec des études volontairement conçues pour que ça ne marche pas. Il y a des études, on a étudié, quand on donnait l'hydroxychloroquine à des gens qui étaient en phase très avancée de la maladie, au bord de passer en réanimation. Mais c'est trop tard. Alors ça, c'est très intéressant aussi ce point, parce que finalement, c'est que la maladie, elle devait être traitée. Mais très vite. Et les médecins, regardez, tous les groupes de médecins généralistes qui n'ont pas suivi les recommandations, qui ont traité hydroxychloroquine, azithromycine, qui ont rechargé en vitamine D, tout ça, j'en vois plein en France et des collectifs, ils ont quasiment eu 0 mort et très peu d'hospitalisation. Sauf s'ils voyaient le patient trop tard, ils étaient obligés de l'hospitaliser parce que là, c'était trop tard. Mais ça, c'est... Mais ça, c'est peut-être un point fondamental. C'est pour ça qu'il fallait mettre les généralistes en première ligne. C'était à eux d'aller donner le traitement. Alors, au contraire, on leur a interdit. Bien sûr. Quand j'étais aux Antilles l'année dernière, en Martinique, ils m'ont confirmé, je l'avais déjà dit dans la télé, à la belle époque du Covid, mais je m'étais fait assassiner en disant que je disais raconter des cracks. La gendarmerie avait saisi les stocks d'hydroxychloroquine dans les pharmacies, avait bloqué les stocks d'air liquide pour pas que les soignants aient des bouteilles d'oxygène. Et comme les Antillais voyaient que si les gens, surtout âgés, à l'hôpital, ils revenaient pas vivants, ils avaient fait un réseau clandestin de médecins, de pharmaciens, ils avaient fait des stocks en catimini, d'hydroxychloroquine, de bouteilles d'oxygène pour soigner à domicile. Et après, quand les soignants antillais voulaient pas faire les injections létales de Rivotril aux personnes âgées à l'hôpital, ils ont fait venir des petits blancs-becs de métropole dans la fameuse brigade d'intervention rapide, ou groupe d'intervention rapide, là, pour faire les injections. Ça, je peux vous dire que les Antillais, ça les a profondément choqués. C'est la mort de la métropole, oui, ça va être difficile à restituer. Ça a créé des tensions très vives. J'aimerais qu'on insiste sur ce point, professeur Péronne, parce qu'on a eu l'impression d'assister à une véritable déshumanisation de la médecine à cette époque, et cette répulsion qu'a provoqué et qu'a suscité le système et les autorités à l'égard de la médecine et quelque chose sans doute de fondamental. Et à ce point, on a le sentiment aujourd'hui que trop de Français peut-être ont pris complètement à rebrousse-poil le narratif, entre guillemets, c'est le mot aussi, on le dit maintenant pour l'Ukraine, le narratif officiel. Et c'est pour ça que je voulais vous faire témoigner sur la gravité de cette maladie et la nécessité de la prendre en charge au début, mais de la prendre en charge. Il faut la prendre en charge au tout début. Or, qu'est-ce qu'il disait à la télé? N'appelez pas votre médecin, sous-entendu, il n'y connaît rien. Alors, c'était une insulte terrible pour les médecins généralistes qui auraient au contraire dû être motivés. Ils étaient très motivés au début. Moi, j'ai commencé à collaborer avec les généralistes autour de Garches. Ils étaient fantastiques. Ils voulaient s'impliquer à fond. On leur dit non, restez chez vous.
Après, on a dit aux patients, n'appelez surtout pas votre médecin. Ils avaient presque interdit les visites à domicile. Heureusement, certains médecins sont passés outre. Et attendez d'asphyxier chez vous. Puis quand vraiment vous asphyxiez, vous appelez le centre 15 pour aller aux urgences. Mais ça, c'est pas de la médecine. Ça a été terrible. On a ordonné aux gens de pas traiter. J'ai jamais vu ça dans l'histoire de la médecine. Moi. Comment jugez-vous, vous me parliez de vos internes tout à l'heure, de vos jeunes, on voit avec un peu de paternalisme presque dans votre voix. Comment jugez-vous toutefois ces médecins, ces praticiens qui ont entre les mains des vies humaines et qui ont finalement accepté de plier face aux ordres de la hiérarchie, engageant parfois des décès de patients? La communauté médicale en général est contrôlée par quelques leaders d'opinion majeurs, comme on les appelle dans l'industrie pharmaceutique. Alors ceux-là, ils sont très corrompus, avec des sommes colossales sur des comptes offshore. Même si c'est pas ce qu'ils déclarent sur Transparence Santé, ça c'est le pourboire. Hein. On le sait tous, moi j'ai plein de copains dans l'industrie pharmaceutique, quelquefois qui étaient mes anciens internes autrefois, qui sont des dirigeants assez haut placés dans les multinationales de la pharma. Et ils me le disent tous, hein. C'est un secret de polichinelle, mais malheureusement, la médecine est tombée sous la coupe de Big Pharma, qui contrôle tout, qui contrôle aussi... depuis Rockefeller, dans les années 20, on ne peut enseigner en fac de médecine que la médecine chimique. Avant, il y avait la médecine traditionnelle, l'acupuncture, l'hypnose, ça se pratique encore dans certains centres, mais je dis pas que tout se fait avec la médecine traditionnelle, mais il y avait même des machines à micro-courant qui continuent d'utiliser, qui marchent bien dans certaines maladies, quelquefois encore utilisées dans les centres antidouleurs, mais tout ça a été écarté, la médecine devait être chimique, parce que ça c'est le business, c'est que ça rapporte des milliards. Vous me parlez de Big Pharma, du conflit d'intérêts des grands praticiens qui sont directement en lien avec les laboratoires. On l'a vu, hein, vous avez évoqué tout à l'heure le Remdesivir, pour ne citer que lui. On se rappelle de la représentante de Gilead sur les plateaux télé. Pour autant, je ne crois pas que cette personne soit directement allée dans les hôpitaux pour injecter du Rivotril. Je ne crois pas que... il y a quand même des gens qui ont accepté de plier, et peut-être davantage... Pardonnez-moi, hein, professeur Perron, chez les médecins que chez les infirmiers. Ah oui, les infirmiers étaient beaucoup plus dans la résistance dès le début. Après, on les a cassés. Moi, j'ai vu au début, ils étaient à fond. C'est sûr. Suspendu sans salaire, ça calme. Ça a été épouvantable, les pressions qu'elles ont subies, ces pauvres infirmières. Et les médecins, le gros de la troupe n'est pas du tout corrompu. Bon, ils peuvent être invités à un congrès ou faire une bonne bouffe un jour avec un labo, mais c'est pas ça c'est pas ça qui va les motiver pour faire ceci ou cela. Mais ils suivent les leaders d'opinion, ils suivent les journaux médicaux. On leur a appris que les grands journaux médicaux internationaux, c'était comme la Bible. Si c'est publié, on peut plus le remettre en question pour ad vitam aeternam. On a supprimé tout débat scientifique contradictoire. Et puis il y a un consensus scientifique maintenant. Comment ? Il y a eu un consensus scientifique maintenant. C'était le mot à la mode pendant le Covid. C'est une consensus scientifique. Oui, c'est ça. Non, mais faut pas se foutre du monde, quoi. C'est une censure terrible partout. Et alors puis le pauvre médecin généraliste, ils sont de moins en moins nombreux. C'est dégoûtant. Ils sont submergés. Je les admire. Je sais pas comment ils font. Souvent, dans des régions, ils n'ont plus que 10 minutes à consacrer à chaque patient parce que tellement la salle d'attente est pleine. Comment vous voulez qu'ils prennent le temps de réfléchir, de lire des choses indépendantes, d'aller voir sur Internet, parce que c'est les vraies données, vous les trouvez sur Internet, pas dans les journaux médicaux classiques. Et puis tous les journaux de vulgarisation qu'ils reçoivent gratuitement dans leur cabinet, c'est entièrement financé par l'industrie pharmaceutique, donc ça relaie la parole des officiels. Donc s'ils lisent comme ça dans le journal qu'ils ont l'habitude de lire depuis 20 ans qu'il faut faire ça, le soir avant de se coucher, ils sont crevés, ils voient Véran 5 minutes à la télé qui leur dit voilà la science. Finalement, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour mécaniser la médecine, il y a déjà les médecins. Et non, mais la plupart de ces médecins, maintenant il y en a beaucoup, parce que là quand je vais en Tour de France, il y a plein de médecins qui viennent me voir. Bravo, vous avez été notre lumière mais ils disent... Il y en a qui m'ont dit, je me suis fait complètement avoir au début, j'ai cru au narratif, et après j'ai réalisé qu'on nous avait manipulés, et je pense qu'on les aura pas 2 fois, parce que si on recommence, parce que ça m'a fait rire, le jour j'ai vu que l'Union européenne avait précommandé 40 millions de doses d'un vaccin pour une nouvelle grippe aviaire H5N8, alors qu'il y a 0 cas humain pour l'instant.
Mais ça ne saurait tarder. Oui, parce que l'autre jour, j'étais en voiture, je te vois, quand j'étais dans mon Tour de France, c'est pas moi qui conduisais, mais je regardais mon téléphone, puis j'écoutais la télé américaine, où il y avait un expert qui disait, oui, alors ce vaccin aviaire, alors il y a 25 poulets qui sont morts aux États-Unis, il n'y a pas encore de cas humains, mais il est très dangereux parce qu'il fera au moins 50% de mortalité. On commence à formater les gens, vous allez avoir un nouveau virus qui va tuer. Puis en plus ça tue, moins ça se propage. Donc moi, si on me dit un nouveau virus qui tue à 50-80%, je dis, ça va aller vite. Il fera flop. Le premier SRAS, d'ailleurs, il a fait flop parce qu'il était trop virulent, il ne s'est pas propagé. Et ça, les gens l'ont pas compris. Bon, alors. Oui, quand on tue l'hôte trop rapidement, il n'y a pas de contamination et de propagation. Un virus intelligent, il entretient son cheptel, il ne tue pas toutes ses victimes pour que ça se propage. Ce qui justifie en partie le fait que les variants soient de moins en moins virulents. Oui, tout à fait. Ça a toujours été de moins en moins virulent, contrairement à ce qu'on disait dans certains médias. Et alors là, j'ai rigolé l'autre jour, ça y est, le Covid revient. Alors maintenant, c'est des rhumes et des bronchites. Je dis pas qu'il n'y a pas comme la grippe, de temps en temps, il y a des cas sévères chez des gens très fragiles, mais quand ils arrivent à l'hôpital, on ne les traite pas. Il y a consigne de ne pas les traiter. On leur donne des médicaments qui ne marchent pas, quoi. C'est honteux. Mais qui coûtent cher. Et qui coûtent. Ah oui, parce que c'est ça qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils coûtent cher. Mais... Aujourd'hui, professeur Perronne, quel regard portez-vous sur la médecine? Parce que j'allais dire, les décideurs publics, je pense que, quelque part, ils ont fait long feu et on n'a plus grand-chose à en attendre. En revanche, la médecine, comment peut-elle évoluer aujourd'hui avec des charges de la part de beaucoup de médecins aussi sur ces médecines traditionnelles, naturelles? Faut remonter les effectifs. Ce qu'on a fait croire, c'est le numerus clausus, c'est la limitation du nombre d'étudiants. Ça remonte à plusieurs décennies. Alors, comme il n'y avait plus assez de médecins, ils ont dit on va remonter, mais ils ont remonté un tout petit peu. Mais c'est largement insuffisant pour compenser. En plus, la population a beaucoup augmenté entre-temps. Bien sûr. Donc, maintenant en France, même à Paris, ma sœur qui est âgée, son médecin a pris sa retraite. J'ai mis plus d'1 an à lui trouver un généraliste. Encore, c'est une amie qui m'a dit, pour toi, je veux bien la prendre en plus. Mais même à Paris, dans les grandes villes, quoi. Alors, dans les petites vallées reculées en montagne, déjà c'était depuis très longtemps, mais là, même dans les grandes villes, il y a des spécialités, on ne trouve plus. Rendez-vous dans 6 mois, 1 an. Vous vous rendez compte? C'est affolant, la démolition de cette médecine. Donc, augmenter les effectifs, faire la chasse partout aux conflits d'intérêts. Vous dites même nationaliser les laboratoires. Moi, je pense qu'il faudrait nationaliser les labos pharmaceutiques qui doivent être au service de la santé et pas au service de Wall Street. Parce que moi, je vois avant, j'ai connu quand même, quand j'étais jeune, on travaillait un peu avec des labos pharmaceutiques pour les antibiotiques. Il y avait beaucoup de petits labos en France qui étaient des labos familiaux. Moi, j'avais rencontré 2-3 PDG qui étaient des braves gars, qui avaient un certain humanisme. D'ailleurs, ils étaient prêts à financer quelquefois de leur propre initiative, une recherche qui était un peu en dehors des clous. Maintenant, c'est impossible. Tous ces petits labos ont été rachetés. Il y en a 4-5 qui se partagent le monde. Et alors là, maintenant, ils ne regardent même plus l'impact de santé de leurs produits. Tout ce qu'ils regardent, c'est où va être leur action dans 3 mois à Wall Street. Et moi, j'ai vu justement cette transformation petit à petit, et maintenant, je fais plus du tout confiance. Même à l'OMS, moi qui ai travaillé, j'ai vu en quelques années comment l'OMS avait été colonisée par les labos pharmaceutiques, par la fondation Bill Gates, qui est maintenant majoritaire dans le financement. Donc l'OMS est devenue une entreprise privée au service de Big Pharma. Et c'est pour ça que ce traité de l'OMS, qui n'a pas été voté, mais qui essaie de mettre l'OMS au-dessus des nations pour nous imposer les pires mesures liberticides, c'est très dangereux. Alors, ils ont quand même fait passer en catimini en pleine nuit des amendements au règlement sanitaire international, ce qui n'était pas du tout prévu, mais ils ont attendu le dernier jour que les gens, les délégués, parce qu'ils sont très nombreux à l'Assemblée mondiale de l'OMS, ils sont peut-être pas 1000, mais enfin pas loin, des centaines en tout cas. Ils ont attendu que le soir, ils reprennent leur avion pour rentrer chez eux, puis ils ont gardé un petit noyau dur dans l'amphithéâtre. Il y a 3 heures du matin, ils n'ont même pas voté. Tedros a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Hop. Non, tout le monde est d'accord. Ils ont passé des amendements qui reprennent une bonne partie de ce qui devait être dans le traité. Donc Macron a fait la même chose pour l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. L'Assemblée nationale avait voté pour, le Sénat contre. Après, l'Assemblée vote contre dans la journée. Ils attendent que tous les députés partent le soir. Et en pleine nuit, ils revotent une version modifiée de la loi sur les dérives sectaires. C'est ça. Pourquoi il y a une loi sur les dérives sectaires? Parce que les médecines naturelles, la phytothérapie, les plantes, toute l'humanité s'est traitée avec ça depuis des millénaires. Ça rapporte pas, on peut pas breveter. Donc, pour eux, il faut diaboliser
tout ce qui ne rapporte pas l'industrie pharmaceutique. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des gourous, faut se méfier. Dans ces médecines naturelles, il y a des luberlus qui abusent de la crédulité des gens. Faut être lucide, c'est normal que ce soit un peu surveillé. Mais de là à diaboliser toute la naturopathie, la médecine intégrative, la prise en charge de l'individu, l'alimentation, la gestion du stress, tout ça, ça joue énormément sur les maladies chroniques. Il n'y a pas que la bactérie, le virus ou le médicament. Et c'est une médecine humaniste, holistique, telle que l'a pratiquée Hippocrate autrefois. Et maintenant, on veut nous faire entrer dans une médecine dite science exacte qui est complètement à côté de la plaque, mathématiques, avec des maths à fond la caisse, mais les maths, on les trucs comme on veut. Donc, moi, il y a des anciens industries pharmaceutiques que j'ai soignés quand ils étaient à la retraite. Ils m'ont dit, monsieur Perron, j'ai passé ma carrière à truquer les études pour tel ou tel labo. Je ne vais pas les dénoncer maintenant. Mais même les études sur le vaccin avaient été truquées. C'est une Américaine l'avait publié à l'époque. Professeur Perron, il reste encore plein de choses à découvrir pour les téléspectateurs dans votre livre, Le Réveil 4 ans après, aux éditions Guy Trédaniel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien entendu, vous pouvez le trouver sur le site de TVL, sur tvl.fr. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.